Laurent, bienvenue, Laurent Pommiès. Est-ce que je peux me permettre d'enregistrer ta présentation? Tu vois, là maintenant, j'aurai un enregistrement de ton accord. C'est bon? Sans On y problème. va? Allez, génial. On y va. Bah, écoute, je te laisse partager ton écran et échanger avec nous justement sur la portabilité des données. Vous avez lancé Tadata. On parle tout cet après-midi ici, on parle de la possibilité que les consommateurs ont grâce au RGPD de pouvoir récupérer leurs données, en faire ce qu'ils veulent. Et puis donc, bah, tu viens illustrer, tu viens lancer le débat là-dessus. On t'écoute avec plaisir. Est-ce qu'on peut te poser des questions quand on veut sur le chat? Sans problème. Ouais, Je vois pas forcément le chat en direct, mais je vais voir comment je peux me mais l'afficher. moi je le verrai. Moi je le Ok, verrai. bon bah Voilà. top. Est-ce que tout le Voilà. monde voit la présentation là? Donc Laurent Pommiès, pardon, non, là j'ai partagé mon écran. Laurent Pommiès, ah bah non, voilà, c'est bon, on va le voir, vas-y, Hop, je faut y aller. repartage. Vous voyez la Super. présentation? Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok, Parfait. super. Merci d'être là. Donc, merci de votre accueil. Je vais vous parler un petit peu de Tadata, donc sous l'angle surtout de quelles contraintes on a pu rencontrer au niveau de ce système. Je vais d'abord vous expliquer ce qu'est le système Tadata, pourquoi on l'a créé, et vous allez voir qu'on a été confronté à beaucoup de problématiques différentes, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient techniques, voire même éthiques, à travers un concept comme celui-là autour des données personnelles. Et donc, Tadata, pour vous le replacer dans le contexte, c'est un système qui est parti de ce postulat que les données personnelles des jeunes valent de l'or et sont aujourd'hui stratégiques pour les entreprises. Ces mêmes jeunes sont de plus en plus méfiants et ont tendance à être un petit peu saturés et lassés de la surexploitation de leurs données personnelles sans contrepartie réelle et en plus ont de plus en plus conscience de la valeur marchande qu'elles peuvent représenter. Et en face de ça, vous avez tous les acteurs et de l'économie qui sont de plus en plus donc connectés sur le numérique et qui se mènent une bataille concurrentielle en permanence pour aller toucher cette cible stratégique des 16-25 qui représente un potentiel dans la durée qui est non négligeable pour leur développement et leur croissance. Nous, avec Tadata, on a voulu replacer le consommateur au cœur du système. Comment? Eh bien, à travers notre application, on a voulu réconcilier les attentes des consommateurs avec les besoins des marques. Les marques, elles ont besoin de communiquer leurs offres, de pouvoir trouver le bon consommateur au bon moment pour répondre à son besoin. Et donc, on a voulu envisager de façon plus équitable un système qui, à notre sens aujourd'hui, n'était pas forcément vertueux, enfin n'est pas vertueux, tout simplement, parce il est encore en place ce système et il a de beaux jours devant lui. Et donc, on a voulu mettre un petit peu d'équité et de responsabilité dans l'économie de la data équitable, dans l'économie de la data marketing, avec ce concept de data équitable qui permet aux marques de travailler à la fois sur leur image et sur une meilleure expérience client, une meilleure réponse à leurs attentes et à leurs besoins. Et en face de ces marques, on a mis une cible spécifique, les jeunes, 15-25, 16-25, à qui on propose de monétiser leurs données personnelles tout en gardant une traçabilité de la transmission de ces données aux marques qui se sont intéressées à leur profil. Donc nous, chez Talata, on estime qu'on permet aux jeunes de reprendre un petit peu le contrôle de leurs données. Et effectivement, ça peut sembler paradoxal, puisque comment on peut reprendre le contrôle de ces données tout en les partageant encore plus? Eh bien, tout simplement, premièrement, parce que on va en avoir une traçabilité complète. On va savoir qui va recevoir nos données, quand donc potentiellement qu'est-ce qu'elles peuvent en faire par rapport à ce qu'on a autorisé. Ce qui change beaucoup de ce que vous faites quand vous naviguez sur des moteurs de recherche, quand vous avez sur des réseaux sociaux, etc., où vos données sont captées en permanence à votre insu, parce que vous n'avez pas lu les 2 heures de conditions générales d'utilisation qui vous sont proposées pour avoir ces informations et comprendre ce qui va se passer avec vos données, même si vous en avez potentiellement conscience. Et vous ne savez jamais surtout qui va les recevoir, qui va en faire quelque chose et à quel moment. Tadata donc va fonctionner différemment et va se poser en voie alternative par rapport au système en place.
Donc, c'est la première plateforme de monétisation des données personnelles qui est destinée à cette tranche des 16-25. Et ça repose sur un principe de data équitable où on va pouvoir répondre aux besoins des annonceurs et des marques en allant récolter de la donnée qui est très précise, très détaillée sur les habitudes et besoins de consommation. Comment? En reposant 100% sur le volontariat. C'est intéressant ce positionnement jeune. Il y a d'autres sociétés qui essayent justement d'être dans la portabilité des données. On pense à My Data is Rich, on pense à OneCub, on pense à toutes ces sociétés françaises ou étrangères. Même Microsoft avait un projet dans le domaine, je ne sais pas où ça en est d'ailleurs. Il y avait un projet Ouais, que ce soit de Microsoft ou coffre-fort. Facebook, pour l'instant, ce sont des projets qui sont en cours de Voilà, développement, qui sont voilà. déjà avancés en Amérique du Nord, mais qui pour l'instant ne sont pas encore arrivés chez nous. D'accord. Mais en tout cas, effectivement, bah, c'est les jeunes qui sont la première cible, donc de vouloir protéger peut-être leurs données. Alors nous, Intéressant. on a visé les jeunes pour plusieurs raisons. On a visé les jeunes premièrement parce qu'avec mon associé, ça faisait 10 et 20 ans respectivement qu'on travaillait sur cette cible. Et donc on connaît un petit peu ces codes, on a appris à travailler avec, à communiquer sur elle. Donc c'était aussi pour profiter de l'expérience qu'on avait pu cumuler sur la cible. On avait également, par rapport à notre expérience professionnelle, un gros panel de marques et d'annonceurs qui étaient susceptibles de nous suivre et de nous accompagner sur l'expérience Tadata. Et la promesse de Tadata, elle est simple. Elle dit tout simplement, vous n'allez pas devenir riche grâce à vos données personnelles ni grâce à Tadata. Ce qu'on vous propose, c'est juste de réparer une injustice, de remettre un petit peu de vertu dans un système où aujourd'hui c'est le Far West complet, et ça va se traduire par un petit peu d'argent de poche. Et cet argent de poche qui représente entre 3, 5, 10, 15, 20 euros par mois, eh bien, c'est une des sommes qui peuvent intéresser beaucoup plus facilement des jeunes que des trentenaires, des quadras, C'est des vrai. quinquas, qui sont sur une échelle de valeur qui est un petit peu différente. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller sur ces cibles-là, ça veut dire que déjà on va prouver que le système Tadata est viable et pertinent sur la cible qu'on a choisi de viser, pour des questions de budget aussi, puisqu'on ne peut pas communiquer avec le même budget sur l'ensemble des cibles que sur une seule sur laquelle on se concentre. Et si c'est au rendez-vous, eh bien, on adaptera le système pour les autres cibles en revoyant un petit peu justement l'échelle de rémunération, Parfait. comment on pourra éventuellement voir avec les annonceurs comment fonctionner différemment, etc. Et donc, Talata va reposer sur trois valeurs fortes, qui sont trois valeurs essentielles intrinsèques au système, qui sont le volontariat. On ne va pas capter de la donnée de façon masquée. Il n'y a rien qu'on aille chercher sur le terminal de l'utilisateur, sur les réseaux sociaux, sur son historique de navigation, de recherche, etc. On ne va capter que ce que lui accepte de renseigner via des questionnaires sur le système. Donc déjà, on a une première limite qui est celle-ci. En plus de ça, on ne va jamais aller chercher de la donnée sensible. On ne va pas s'attaquer à des données de santé, des orientations politiques ou religieuses ou des choses comme ça, puisque légalement, il y a des règles à respecter à ce niveau-là qui sont très contraignantes et on n'a aucune vocation, nous, à aller chercher ce genre de choses, puisqu'on est là pour redonner un petit peu de droit et de vertu aux utilisateurs et pas pour aller chercher des informations qui pourraient les desservir si elles réussissaient à filtrer auprès de différents acteurs. Ouais, la confiance est super, super, super clé. Oui. Le Ah oui, complètement. moindre comportement à côté, tu perds tout le monde. Oui. Tout à fait. D'où aussi le concept de transparence, qui est une de notre valeurs. On ne va plus transmettre de façon sauvage la donnée, on ne va plus l'utiliser de façon unilatérale et sauvage. On va informer systématiquement l'utilisateur dès qu'un annonceur va obtenir sa donnée. Il va le savoir dans la seconde, il va avoir une information, que ce soit par notif ou sur son application et par mail, et il va pouvoir garder une trace permanente de qui a pu obtenir sa donnée et de qui il s'agit. Il va pouvoir aller se renseigner même sur la plateforme, sur l'annonceur en question, puisqu'il y a une fiche annonceur dans notre section partenaire vertueux. Et on a introduit surtout un principe d'équité. Ce principe d'équité, il est essentiel puisqu'il vient justement corriger cette injustice au sein du système actuel où la donnée est exploitée de façon unilatérale. Et nous, ça nous a paru être une hérésie puisque pour la première fois en fait dans l'histoire de l'économie, le producteur de la matière première, c'est-à-dire l'utilisateur qui produit la data, est le seul qui ne touche jamais aux fruits générés par sa valeur.
Donc, on a introduit un système d'équité en partant du principe que si l'annonceur paye pour avoir ses informations personnelles, ces informations restent la propriété de l'utilisateur, elles sont à lui. Il est normal qu'il ait une partie de ce qu'a payé l'annonceur pour pouvoir y avoir accès. Donc, on va reverser une quote-part du montant payé par l'annonceur à l'utilisateur. Et en plus de ça, on va rajouter un double principe d'équité puisqu'on va faire en sorte que le montant qui est reversé à l'utilisateur soit systématiquement supérieur à la marge qui est conservée par ta data, de manière à rester dans ce système vertueux. Alors, Pablo a quelque chose à nous dire, si on peut se permettre, Laurent. Sans problème. Pablo. Non, je disais que moi, j'avais utilisé au tout début de Tadata, c'était l'offre de bienvenue à l'époque. J'avais gagné 5 €, donc j'ai montré aux gens de ma classe le virement que j'avais reçu de votre part. Ouais. Il vient de publier son compte bancaire. Je sais pas si cette offre elle est toujours d'actualité. En tout cas, elle a expiré le 30 novembre dernier. Mince. On aurait pu tous s'enrichir de 5 €. Après, exceptionnellement, s'il faut faire plaisir à la classe de Schema qui est avec nous aujourd'hui, vous m'enverrez un mail avec vos noms et je vous mettrai le crédit. Alors, c'est un crédit de 3 € pour le lancement national, mais je vous rajouterai ce crédit exceptionnellement, histoire de marquer le coup. Bon, ça, c'est sympa. Alors, tu viens nous parler, en plus, on te fait payer 150 €. C'est top. Il n'y a pas de souci. Ça nous fait plaisir. Encore une fois, on est sur un principe qui est certes disruptif et qui peut être contesté. Vous allez voir comment et vous allez voir par qui. Mais on est sur un principe où on veut vraiment proposer une alternative vertueuse à un système qui ne l'est pas, même si le postulat de départ qu'on a est très fataliste, puisque le postulat qu'on a au départ est de considérer qu'on ne peut plus changer le système tel qu'il est aujourd'hui. La puissance économique des acteurs qui maîtrisent aujourd'hui les outils qu'on utilise au quotidien sur Internet fait que le système en lui-même ne pourra plus jamais être mis en question. On aura toujours une exploitation des données personnelles par les géants du web, les régies puissantes, etc. Et donc, la seule chose qu'on peut faire, plutôt que de partir du principe de façon utopiste, à notre sens, qu'on peut tout changer, on peut légiférer, etc., alors qu'il y aura toujours des moyens de leur part de contourner, et les lobbies sont tellement forts et puissants que de toute façon, certaines choses ne passeront jamais. On peut simplement, à notre échelle, aujourd'hui, proposer une alternative qui nous semble un petit peu plus saine. C'est pas le système idéal, sauf que le système idéal, aujourd'hui, il n'est plus possible. Donc, on a travaillé, nous, sur ce concept alternatif qui est Tadata et qui se décline aujourd'hui tel qu'il vous est présenté. Grosso modo, Tadata va devenir un nouvel intermédiaire privilégié entre les 1625 et les annonceurs, puisque les 1625 vont transmettre leurs données à Tadata et des données qui vont être très détaillées et relativement nombreuses, puisqu'à chaque questionnaire qui va être diffusé, ce sont de nouvelles données qui vont être transmises à Tadata et que Tadata donc va agglomérer pour construire des profils de plus en plus denses. Tadata va ensuite faire un point avec les annonceurs, les marques, pour voir comment les choses peuvent matcher avec leurs besoins. Et si des profils matchent avec les profils recherchés par les annonceurs, eh bien les annonceurs vont payer pour obtenir ces informations. Tadata va recevoir ce paiement, il va en reverser une partie à chaque utilisateur et donc on va créer une relation légitime entre les annonceurs et les jeunes, puisque les annonceurs se seront procurés légalement et en toute transparence les données personnelles des jeunes pour en plus répondre à un besoin qui a été exprimé sur la plateforme. Donc c'est ça aujourd'hui le concept de Tadata. Donc la finalité, un annonceur par exemple, oula, on va y arriver. Oh, je reboote mon logiciel. Un assureur va collecter des informations sur Laurent Pommiès avec l'accord de Laurent Pommiès, mais tu sais pourquoi qu'est-ce qu'il va en faire? Alors, nous, on va contrôler justement le besoin de l'annonceur. Je vais plus prendre l'exemple de la téléphonie pour vous expliquer. Sur la téléphonie, nous, on a un questionnaire téléphonique qui a été diffusé sur la plateforme où on demande est-ce que vous avez actuellement un forfait téléphonique? Si oui, c'est quel opérateur? Combien vous payez? Qu'est-ce qui est important pour vous dans un forfait? Est-ce que vous seriez prêt ou pas à changer d'opérateur? Si oui, vous êtes encore engagé pour combien de temps chez votre opérateur actuel? Donc, on a des informations qui sont très détaillées, très poussées dans ce domaine-là. Si un opérateur vient nous voir et nous dit « Je suis intéressé par les profils que vous avez, tous ceux qui ont dit,
par exemple, qu'ils sont intéressés de changer d'opérateur et qui n'ont plus de durée d'engagement sur leur opérateur actuel. Eh bien, ils peuvent nous demander ces informations, mais ils ne pourront pas nous demander en parallèle d'autres informations qu'on a, qui sont par exemple le bac obtenu par les utilisateurs, les études qu'ils font actuellement, est-ce qu'ils sont encore en études ou est-ce qu'ils sont salariés, quels sont potentiellement leurs besoins dans tel domaine qui ne concerne pas la téléphonie. On va limiter l'information qu'on va transmettre à l'annonceur parce que de toute façon, en termes de RGPD, on est censé limiter justement la transmission d'informations au strict nécessaire et à ce qui se justifie dans la relation avec l'annonceur. Donc, on ne va diffuser que des informations qui sont limitées, qui ne vont pas permettre à un annonceur donné de pouvoir reconstituer un profil dans son intégralité. Et donc là, vous avez un exemple, enfin, vous avez des exemples de données qui sont récoltées. On a des données d'identité classiques. On va avoir des données sur la situation actuelle et les souhaits éventuels de poursuite d'études des utilisateurs. Et surtout, on va avoir des informations sur les habitudes et besoins de consommation. Est-ce qu'ils ont prévu d'acheter tel objet? Est-ce qu'ils ont prévu de déménager? Est-ce que ils veulent changer de forfait? Et quel budget ils veulent mettre systématiquement dans ces éléments-là? Ce qui va nous permettre d'aller chercher une information très détaillée à l'instant T qui peut intéresser un annonceur directement. D'accord. On est justement en train de faire un travail justement là, sur, à partir de telle ou telle société, Spotify, Sephora ou autre, quels sont les types de données qu'ils cherchent à connaître? Ouais, c'est pas évident à ce qu'il faut se projeter justement dans comment ils vont pouvoir exploiter cette donnée de façon presque industrialisée, parce que c'est aussi l'un des écueils auxquels s'est confronté Tadata, c'est qu'on a beaucoup de données très qualifiées, très détaillées, mais toutes les sociétés ne sont pas en mesure de pouvoir les traiter de manière aussi pertinente et aussi approfondie. Donc, on a aujourd'hui, nous, des éléments qui vous permettraient potentiellement de proposer à votre service commercial d'aller prospecter un client potentiel en lui proposant une offre qui est complètement adaptée à celle qu'il a aujourd'hui et à celle qu'il aimerait avoir demain. Sauf que les process actuels sont beaucoup plus complexes au sein des boîtes et impliquent une certaine uniformisation du discours qui rend difficile l'exploitation complète de cette donnée avec ce niveau de détail-là. Mais toutes les boîtes aujourd'hui vont tendre vers une meilleure exploitation de la donnée. C'est l'un des enjeux des X prochaines années de pouvoir renforcer le CRM des entreprises pour en faire un outil d'acquisition majeur via l'exploitation beaucoup plus avancée des données qu'ils obtiennent. On est sur une présence multiplateforme au niveau de Tadata, puisqu'on est à la fois avec une version desktop et une version mobile. Et donc ici, je vous ai mis différentes vues de l'application mobile qui vous montrent un petit peu du parcours d'inscription jusqu'à la plateforme actuelle, ce que vous pouvez trouver sur l'application Tadata. On va passer maintenant au défi qu'a dû relever Tadata, à commencer par un défi juridique et idéologique sur la Oui, question. ça c'est super important, c'est le cœur à la fois respecter les droits des consommateurs, les obligations des entreprises, des annonceurs, les problèmes de transfert de données, les problèmes d'autorisation. Tout à fait. C'est très intéressant. Allons-y. Alors, le premier défi a été le défi juridique. Que dit la législation actuelle? Est-ce que c'est légal? Vous vous en doutez, oui, c'est légal, sinon on n'existerait pas, on ne pourrait pas se permettre d'eux. C'est légal, mais c'est légal parce qu'il y a un vide juridique. C'est aussi ça la subtilité. Il n'y a rien aujourd'hui qui autorise la monétisation des données personnelles, il n'y a rien aujourd'hui qui ne l'interdise dans la loi. Donc nous, on s'est engouffré dans ce vide juridique. Alors on ne s'est pas engouffré non plus à l'aveugle en partant du principe que demain ça pourrait être interdit. On s'est engouffré en fonction des débats, c'est ce qu'on va voir juste après, qui vont largement dans ce sens et qui n'ont fait que confirmer qu'on anticipait une tendance qui allait de toute façon bientôt aboutir à ce qu'on a proposé via Tadata. Légalement, est-ce que c'était compliqué?
Oui, ça a été très compliqué. Pourquoi? Ben, on a rencontré plusieurs problèmes. Le premier problème, ça a été l'âge minimum de l'application qu'on a fixé à 15 ans. Et ça, c'est quelque chose qui a fait énormément débat lorsqu'on a lancé sur le marché Tadata le 31 janvier dernier. Eh bien, l'âge de 15 ans, en fait, c'est un âge qui nous a été imposé. On n'a pas choisi comme ça. Nous, à la base, on voulait mettre 16 ans, voire 17 ans, ne serait-ce que psychologiquement, parce que 15 ans, ça fait très jeune sur le papier. Sauf que la majorité numérique en France a été fixée par le législateur à 15 ans. Et on s'est confronté à un problème qui a été celui de la loi sur la discrimination. Donc, si on ne proposait pas, en se calant sur un principe légal qui était la majorité numérique, eh bien, on aurait pu se faire attaquer pour des questions de discrimination parce qu'on excluait arbitrairement une tranche d'âge de notre système. Sachant que, pour les mêmes raisons, on n'a pas pu bloquer à 26 ans révolus le système. L'inscription reste possible sur ta data via une voie spécifique, mais on prévient qu'en l'état, le système ne permettra pas de gagner de l'argent puisque nos annonceurs ne s'intéressent qu'à la tranche d'âge 15-25. Nous, on communique beaucoup sur la tranche d'âge 16-25 parce que on a conscience que l'âge de 15 ans est un âge qui psychologiquement fait énormément de débats. En plus, c'est pas forcément un âge qui intéresse particulièrement les annonceurs qui commencent vraiment à cibler les 16, 17, 18 ans, voire même plus pour certains. Mais légalement, on se serait fait attaquer pour discrimination si on n'avait pas intégré ces 15 ans du fait de la fixation de la majorité numérique en France à l'âge de 15 ans. Dans le reste de l'Europe, elle est Qui, majoritairement fixée à 16 ans, pour qui, information. qui vous aurait attaqué? Bah, n'importe qui aurait été en droit, du moment où il avait 15 ans, de dire je suis propriétaire de mes données personnelles, j'ai le droit d'en disposer, d'en faire ce que je veux, Oui, d'accord. dans quelle mesure vous m'interdisez de pouvoir intégrer votre système de façon arbitraire. On aurait été condamné ou pas, on ne peut pas vous le dire, mais dans les faits, on n'aurait pas été conforme à la loi si on avait fixé arbitrairement 16 ans plutôt que 15, alors que la majorité numérique a été fixée à 15 ans. D'accord. Ce qui paradoxalement pose problème à la CNIL. Et je vais vous expliquer une petite anecdote sympathique quand on parlera de la CNIL, mais qui nous a mis en porte-à-faux sur cet âge minimum qui a été fixé et D'accord. validé par eux-mêmes. Intéressant. Mais bon, c'est autre chose. Donc, premier problème, l'âge minimum. Deuxième problème, le RGPD. On est sur une réglementation qui aujourd'hui est très contraignante, est censée aller dans le sens de l'utilisateur, mais alors ça c'est un point de vue très, très personnel. Aujourd'hui, je vois dans le RGPD une loi qui est contraignante pour les entreprises qui potentiellement peut réduire leur efficacité à une époque de mondialisation où les normes étant plus souples à certains endroits qu'à d'autres, bien, le RGPD vient compliquer la tâche des entreprises européennes qui y sont confrontées et qui doivent le respecter. Et le RGPD a introduit des choses pour l'utilisateur qui sont juste improbables en termes de UX design. Niveau user-friendly, le RGPD a anéanti le confort de navigation d'Internet avec des fenêtres de cookies permanentes qui s'ouvrent, qui reviennent et qui sont intempestives au possible. Alors que aujourd'hui, le comportement basique est de cliquer sur OK systématiquement parce qu'on en a marre de voir s'afficher quelque chose. Donc, c'est un vrai paradoxe que le RGPD est censé plus protéger l'utilisateur, mais tel qu'il a été pensé sans y associer suffisamment le monde professionnel et les entreprises dans sa conception, on a abouti sur quelque chose qui finalement pénalise l'utilisateur plus que lui rend service. À mon sens, en tout cas tel qu'il est aujourd'hui. Ça reste une loi qui est importante et intéressante, mais qui aurait dû être faite et pensée un petit peu différemment, en tout cas de façon peut-être un petit peu plus souple et avec plus l'utilisateur et son confort d'utilisation en toile de fond, plutôt que sa protection absolue, sachant qu'on en arrive au final à l'effet inverse. Mais encore une fois, c'est un avis qui est très personnel. Donc le RGPD nous a imposé des normes très strictes au niveau conservation de la donnée, au niveau
base légale pour la collecter, au niveau stockage, au niveau archivage. Donc, tout ça, ce sont des systèmes qui ont été complexes à penser, à mettre en place et qui ont eu des coûts techniques qui ont été assez importants. On s'est de toute façon conformé à la législation, puisque obligatoirement on devait être dans la légalité, mais c'est une vraie contrainte qu'aujourd'hui toutes les entreprises ne peuvent pas relever. Clairement, vous avez beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne sont pas du tout RGPD compatibles et qui n'ont pas la capacité technique ou économique de pouvoir se mettre en conformité avec le système, en tout cas pas tout de suite. Ils peuvent le faire dans la durée, sauf que s'ils se font contrôler aujourd'hui, ils risquent amende et sanctions. Et nos fameux cookies, les fameux cookies qui sont une sous-catégorie du RGPD. Le cookie nous a posé problème pour autre chose, puisqu'encore une fois, on est sur un principe de transparence au niveau de ta data. Et donc, cette transparence impliquait que nous ne collections aucune donnée spécifique cachée. Et donc, on a adopté, nous, une politique de cookies qui a été très simple. Alors, on est parti du principe que pour l'instant, même si on est en train de faire évoluer le système, les cookies, on en propose très peu et on ne collecte quasi aucune donnée via les cookies, si ce n'est les données qui permettent de maintenir sa connexion et de conserver son confort de navigation. Mais par exemple, sur l'application, on n'a aucun cookie relié à Analytics, on n'a aucun cookie qui nous permette de mesurer l'impact de nos campagnes, notamment Google Ads ou des choses comme ça, parce que nous n'avons pas voulu faire de captation masquée de quelque façon que ce soit. Donc aujourd'hui, les systèmes de ads ont évolué et permettent de déposer un cookie qui va chercher de la donnée anonyme, donc qui n'est plus de la donnée personnelle, pour pouvoir mesurer l'efficacité. Donc on va les intégrer progressivement, mais le choix qu'on a fait a été une quasi-absence de cookies pour limiter et toujours travailler sur cette confiance et cette transparence vis-à-vis de nos utilisateurs. Donc ça, c'est les gros problèmes juridiques qu'on a rencontrés. Sachant que à la base du projet, quand on a lancé ce projet, quand on a lancé l'idée, on a quand même fait les choses en grand puisqu'on a été prendre conseil auprès de l'ex-secrétaire général de la CNIL, Yann Padova, qui, pour ne pas le citer, qui avait participé à l'élaboration du RGPD et à qui on a soumis l'idée, qui en a mesuré dans les grandes lignes et sa pertinence et son caractère légal, mais qui nous a permis d'avancer justement vers la création de Tadata grâce à ces conseils avisés. Donc ça, c'était très important sur un système comme Tadata d'avoir une caution légale qui soit irréprochable. Combien de temps vous avez mis entre le moment où il y a eu l'idée de départ et le moment où vous vous êtes dit juridiquement on est bon? Parce que l'aspect logiciel, application, tout ça, ça va, mais les blocages, justement, c'est compliqué à mettre en place, de convaincre. Il y a eu des moments où vous avez dit non et ensuite oui. Est-ce que tous les juristes étaient d'accord entre eux sur l'interprétation du Non. RGPD? Non, on a beaucoup tâtonné. Ça a été des débats entre nous et les juristes par rapport à ce qu'on voulait faire avec Tadata et ce que eux nous conseillaient de faire, et des débats entre les juristes entre eux également, qui n'avaient pas forcément systématiquement la même approche et qui voyaient les choses différemment, notamment au niveau de la base légale de la relation entre l'utilisateur et Tadata, où nous, on était parti au début sur un contrat. Finalement, on est parti sur du consentement avec de la condition générale, etc., simplifiée à accepter. Donc, on a même fait évoluer le système dans la durée. Le principal problème a été le cadrage initial du concept, où il fallait qu'on puisse mettre un cadre qui soit simple entre la relation tripartite qu'il pouvait y avoir entre l'utilisateur, Tadata et la marque qui travaillait avec Tadata. Donc ça a été un vrai travail de préparation en amont. Pour répondre à ta question, on a imaginé le concept de Tadata en mai-juin 2018. On a passé les 6 mois qui ont suivi à travailler sur le cadrage juridique et sur la recherche d'un investisseur sur lequel pouvoir s'appuyer pour financer le développement du projet.
Et le projet en lui-même, on est rentré en développement de la solution une fois que tout ce qui était cadrage juridique, etc., avait été fait, puisqu'on a été obligé de le faire en amont, parce que la plateforme a été construite par rapport à ce cadrage spécifique. Et donc, on est rentré en développement à partir de mars 2019 pour un lancement le 31 janvier 2020. Un très long développement. On a une plateforme aujourd'hui qui est très lourde en termes de technique qu'il peut y avoir derrière, même si ça ne transparaît pas forcément en front office. Mais on a un système de gestion, vous comprendrez pourquoi juste après, au niveau des défis techniques qu'on a dû relever, qui est une très très lourde machine qui nous permet de gérer à la fois la sécurité, la répartition des données, le bon fonctionnement avec un nombre d'utilisateurs élevé, etc., etc. Au niveau des débats, pour continuer, eh bien, il y a forcément deux écoles. Ceux qui sont pour la patrimonialité des données personnelles, qui disent qu'on devrait pouvoir disposer librement de ces données et les vendre si ça nous chante, et une position en faveur de l'inaliénation des données personnelles, qui considère que les données personnelles, c'est un prolongement de notre corps, et que de la même manière qu'on ne vend pas un bras, on ne devrait pas vendre ces données. Autant vous dire que le débat est relativement animé, puisqu'il est extrême de part et d'autre. D'ailleurs, il y a une remarque de Walid dans le chat, puisque tu ne peux pas avoir en même temps le chat, qui dit quid de considérer la data comme des communs. Alors, c'est là où... C'est une troisième option, ça n'appartiendrait à personne, mais à tout le monde, en fait, comme l'air qu'on respire. Eh ben, c'est là où il a complètement raison dans son raisonnement, c'est qu'aujourd'hui, tel que le système existe, c'est un petit peu l'état de fait. La donnée, vu qu'elle est captée souvent à notre insu et qu'elle est diffusée à outrance un petit peu partout, et accessible par beaucoup sans qu'on le sache, bah, c'est devenu un espèce de commun finalement. Sauf que ça ne devrait pas l'être. C'est ça aussi le paradoxe, c'est que ça l'est par les faits, mais ça ne devrait pas l'être sur le principe, notamment si déjà si on s'attarde sur les deux positions au niveau du débat, et si on s'attarde sur la législation qui implique quand même qu'il y a un minimum de réglementation, de suivi, de droit d'accès, de portabilité, etc. Sauf que comment on peut avoir un droit d'accès et une portabilité quand on ne sait ni qui a notre donnée, ni comment il l'a obtenu, ni ce qu'il en fait, ce qu'il peut en faire. C'est un vrai souci. C'est une vraie question qui se pose. Donc oui, aujourd'hui, on peut considérer que ça relève du commun. Ça ne devrait pas, puisqu'encore une fois, ce sont des éléments qui émanent de nous, qui sont créés par nous, et qui à un moment ou un autre, sur lequel on devrait quand même avoir un minimum de contrôle. Un grand débat. Un débat de toute façon qui reste ouvert et qui va être vif pendant encore longtemps. Même si le débat a largement avancé, et notamment récemment en Californie, où une législation vient d'être adoptée, elle rentrera en vigueur, je crois, début 2022, qui justement introduit le principe de patrimonialité de la donnée et qui dit que soit vous avez droit à ce que votre donnée ne soit en aucun cas exploitée si vous l'interdisez, soit si elle est exploitée, vous pouvez demander à ce qu'elle vous rapporte quelque chose. Et c'est exactement ce que prône aujourd'hui Tadata. Nous, on s'inscrit en fait au milieu de ce débat, parce qu'on n'est ni en faveur de la patrimonialité, ni en faveur de l'inaliénation. Je vais vous expliquer pourquoi. La patrimonialité de la donnée, c'est la position qui est largement défendue par des penseurs modernes tels que Gaspard Koenig, qui est président du think tank Génération Libre, qui a défendu le système de Tadata en publiant une chronique dans les Échos, sans même nous en parler et sans même qu'on on en discute avec lui. Donc on a eu cette belle surprise d'avoir un penseur de grande renommée qui vienne défendre le principe de Tadata. Ça fait partie d'un des trois combats du think tank Génération Libre, qui est le combat en lui-même s'appelle Odata Citoyen. Et qui prône le principe que la donnée personnelle est une propriété qui nous est propre, et à partir de là, on devrait pouvoir, accepter soit de la vendre, soit de la conserver, mais elle ne doit pas être utilisée à notre insu. Mais il y a ce principe de dire on peut la vendre. C'est ce qui est un concept très spécifique. En face de ça, vous avez
les partisans de l'inaliénation, excusez-moi, des données personnelles, qui eux défendent largement le fait que la donnée fait partie de nous, et donc en aucun cas on ne doit accepter qu'elle puisse être vendue, puisque c'est comme si on vendait une partie de notre corps. Nous, on est d'accord avec aucun des deux et avec les deux à la fois. C'est une réponse un petit peu normande, c'est ni oui ni non. Mais Tadata, en fait, s'inscrit dans le principe de dire que, OK, c'est notre donnée, on ne devrait pas pouvoir la vendre, etc. Sauf que jusqu'à présent, mon bras ne circule pas librement sur Internet et n'est pas utilisé à mon insu par des dizaines d'acteurs sans que je le sache. Sinon, ce serait relativement gênant. Et en même temps, le fait de dire je peux vendre ma donnée, ben, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, j'en perds la propriété, parce que j'ai cédé un droit de propriété, et donc je ne peux plus avoir de contrôle dessus. Nous, on se situe au milieu avec Tadata, puisque la donnée qu'on transfère, déjà, on ne la vend pas. Nous, ce qu'on vend, c'est un droit d'accès temporaire, un droit d'utilisation temporaire à la donnée de l'utilisateur. Mais l'utilisateur, quoi qu'il arrive, reste le seul et unique propriétaire de sa donnée. Quand bien même il l'a renseignée sur ta data, quand bien même elle a été transmise à un annonceur, eh bien, l'utilisateur reste le seul et unique propriétaire de sa donnée. Et c'est pour ça qu'on lui garantit une transparence totale de manière à ce qu'il puisse à tout moment faire jouer ses droits, que ce soit des droits de portabilité, des droits de modification, des droits à l'oubli, des droits d'opposition, etc., sans condition, sans préavis, sans justification à donner. Il reste le seul et unique propriétaire de sa donnée personnelle. La différence avec les partisans de la patrimonialité de la donnée, c'est que nous, on considère que l'utilisateur doit quand même en garder en contrôle. Et la différence avec les activistes en faveur de la protection accrue des données personnelles, c'est que nous, on a une vision qui est beaucoup plus fataliste que eux, qui sont à notre sens des utopistes, de pouvoir penser qu'à un moment, on va pouvoir empêcher complètement la captation de la donnée et son utilisation par les régies publicitaires et les annonceurs, ce qui nous paraît complètement illusoire. Donc, on s'est placé au milieu de ce système en disant, on ne perd pas la propriété de notre donnée, mais en même temps, on en reprend une forme de contrôle en sachant à qui on la partage et combien ça nous rapporte, tout simplement. C'est là où Tadata s'inscrit dans un système intermédiaire. Les débats vont dans le sens de la patrimonialité de la donnée. C'est aujourd'hui une quasi-certitude que, à terme, dans les 3, 5 à 10 ans, le temps que les débats se fassent, que les mentalités évoluent, que le législateur se penche sérieusement sur la question, eh bien, la donnée donnera lieu à une juste rétribution de l'utilisateur du moment où elle est utilisée par quelqu'un. Donc, on va faire des hold-up de données ? Ouais, c'est possible. Effectivement, la donnée aujourd'hui est déjà considérée comme l'or noir numérique. Donc, à un moment ou à un autre, il nous reste quelques minutes, si tu veux bien, parce qu'on a un timing précis. Laurent, mais c'est très intéressant. Je sais que tu as encore 2 slides, allons-y. Il n'y a pas de souci. Donc, la position du régulateur, elle est très spécifique. Ben, la position de la CNIL, elle n'est pas tranchée. Ils sont philosophiquement défavorables parce que le problème de la CNIL, c'est que ils ont un rôle à jouer qu'on attend d'eux et sur lequel on leur met la pression, qui est celui de la protection de l'utilisateur et de ses données. Et en même temps, ils savent que dans le système économique actuel, c'est pas viable de bloquer un système comme celui-là. Donc, ils restent rationnellement ouverts à une évolution qui va dans ce sens-là. Mais ils veulent la cadrer, ils veulent l'encadrer. Et sur ça, ils ont complètement raison. Sinon, on va se retrouver avec un nouveau Far West qui, en plus, sera légitimé tout simplement parce qu'il y a de l'argent au milieu, ce qui n'est pas censé être le but. Donc, ils sont en train de travailler actuellement avec leurs homologues européens sur la construction d'un règlement, d'une réglementation commune qui viendra cadrer cette économie-là, qui est une économie qui, de leur propre aveu, va voir le jour et va finir par s'installer comme la norme sur le marché de la data. Et une enquête donc avait été ouverte par la CNIL au moment de notre lancement, puisque l'Internet Society France, qui font partie donc des activistes pro-protection des données personnelles,
On saisit la CNIL suite à notre mise sur le marché. Et la CNIL, elle a tout simplement fait son travail. Elle est saisie d'une plainte, donc elle ouvre une enquête. Elle a mené une enquête qui a duré presque 6 mois. Et cette enquête s'est finalement soldée par une clôture complète, sans sanction, sans mise en demeure du système de Tadata. Ça ne veut pas dire que la CNIL cautionne Tadata, attention, c'est très important de faire la différence. Ça veut juste dire que, au regard de la législation actuelle, la CNIL considère que Tadata est dans la légalité, ne remet pas en cause le RGPD, le respecte, et ils n'ont pas de raison de s'opposer à notre existence. Pour autant, ils ne sont pas forcément d'accord avec nous et on n'aura jamais un agrément et une certification CNIL qui nous sera donnée. Par contre, on est dans la légalité. Ce n'est pas la même chose. Donc, c'est une subtilité qui est importante, même si au niveau de la presse, il peut y avoir eu des raccourcis qui ont été pris et qui ont été dans le sens de dire qu'il y a eu un aval de la CNIL. Enfin, les défis techniques. Pour clôturer un petit peu cette présentation, eh bien, le premier défi, ça a été la triple validation, puisqu'on a eu plusieurs éléments à contrôler. L'adresse mail, le numéro de téléphone et la pièce d'identité. Pourquoi on procède à cette triple validation? Eh bien, tout simplement parce qu'on a l'obligation de vérifier l'âge minimum légal requis. Encore une fois, du fait de cette majorité numérique qui a été fixée par le législateur. Deuxièmement, parce que on est sur une relation de confiance et d'honnêteté entre l'utilisateur et Tadata et entre Tadata et l'annonceur. Donc, on se doit de limiter à la fois le multicompte et les faux comptes. Et pour ça, eh bien, le contrôle de la pièce d'identité nous permet de pouvoir attester qu'on a véritablement la personne qu'elle déclare être en face de nous et fonctionner sur un principe de confiance et d'honnêteté. Le plus gros défi, ça a été la catégorisation. Puisque grosso modo, Tadata aujourd'hui, c'est plusieurs millions de données individualisées qui permettent cette catégorisation. Qu'est-ce que c'est cette catégorisation? Eh bien, tout simplement, pour chaque réponse possible sur la plateforme, il y a une catégorie qui est associée, ce qui va nous permettre de pouvoir ensuite rentrer dans notre système les besoins d'un annonceur. Un annonceur, il veut des personnes qui ont tel âge, qui sont dans telle région, qui ont dit qu'ils étaient ouverts à changer d'opérateur et qui sont actuellement pas chez lui, qui ont tel budget, qui sont intéressés par telle marque de téléphone. Eh bien, tout ça, on peut le faire parce qu'on a catégorisé l'ensemble des réponses qui ont été fournies par les utilisateurs sur la plateforme. Et chaque fois qu'on crée un nouveau questionnaire qui est diffusé, eh bien, toutes les réponses font l'objet d'une catégorie qui est créée sur le système. Et donc aujourd'hui, on a plusieurs milliers de catégories qui sont sur le système Tadata et qui, au fur et à mesure des réponses, puisqu'on a plus de 7000 utilisateurs aujourd'hui, représentent plusieurs millions de catégories qui ont été assignées. Aujourd'hui, Tadata, c'est plusieurs millions de lignes de code qui permettent son bon fonctionnement et qui rendent complexe sa maintenance, ses évolutions et qui représentent un véritable défi pour maintenir le système en place et faire en sorte qu'il reste fluide. On peut voir la variété de cette catégorisation, justement? On peut voir, ouais, je vais vous montrer ça si vous voulez. Si tu veux bien nous ouvrir le moteur un peu. Laissez-moi trouver la bonne fenêtre. Parce qu'on n'imagine jamais l'ampleur de ce qu'on peut collecter sur nous. Et c'est intéressant de faire ça. Tu m'as autorisé à partager tes slides, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, super. Et la vidéo également. Et donc, je viens de sauver pour info sur le Google Drive des étudiants. Les slides sont disponibles dans le dossier Speakers dans le Google Drive. Alors là, est-ce que vous voyez mon écran? Merci. Oui, très bien. Donc là, en fait, si vous voyez, je suis parmi tous les onglets qu'il peut y avoir dans le fonctionnement de Tadata, on est sur une solution Salesforce dans un onglet qui s'appelle catégories. Et ces catégories, elles sont très très nombreuses. Et ça, ce sont que les catégories individuelles. Pardon, on voit, mais si tu zoomais, comme toute la data est à gauche, si tu zoomais avec ton écran pour qu'on puisse... Voilà, super, comme ça, voilà, génial, on va pouvoir mieux voir. Voilà, d'accord. Oula, beaucoup trop. Ça, c'est le problème de... On revient en arrière. Chrome. Voilà, super, parfait. Voilà, donc là, en fait, du moment où quelqu'un répond à une question, il y a une catégorie qui est associée. D'ailleurs, si je vais sur une catégorie, par exemple, imaginez, je vais sur support pour regarder la télé. Je vais avoir au niveau associé des catégories enfants qui correspondent à
aux réponses qui ont été données. Donc, il y avait 2 réponses possibles sur cette catégorie. Et aujourd'hui, si je vais ici, je vais avoir l'information de toutes les personnes qui ont, donc là, je ne vais pas laisser les noms puisque je ne suis pas censé vous montrer les noms, mais de toutes les personnes qui ont répondu à cette question et qui ont donné cette réponse, de manière à ce que je puisse à un moment faire une extraction et proposer à mes annonceurs les données qui correspondent. Je vais vous montrer ce que ça fait sur un compte. Là, c'est uniquement sur du déclaratif, en fait. C'est uniquement sur du déclaratif. D'accord. Et là, si je vous montre par exemple sur le compte, là c'est mon compte à moi qui est un compte fictif, eh bien sur mon compte, j'ai répondu à 6 questionnaires, des questionnaires donc en rapport avec le sport, la musique, etc. Est-ce que l'étape d'après, donc on comprend qu'on arrive à savoir vraiment le mode de vie des personnes et donc cibler certaines offres. Est-ce que l'étape d'après, c'est de donner accès à ses propres données? Moi, avec le RGPD, je peux te donner toutes mes données Google si tu me payes pour ça. Alors oui, et en même temps... je réponds à 10 000 questions à la fois. Je te donne mes 10 ans de données Google. Tu me payes combien? Moi, je te paye rien. Par contre, non, bien sûr, mais les annonceurs, le fait que tes données soient accessibles sur une plateforme comme Tadata peut largement intéresser des annonceurs qui donc seraient prêts à payer plusieurs dizaines d'euros, voire même pour certaines données et certains annonceurs dans certains secteurs, plusieurs centaines d'euros pour pouvoir les obtenir. Et ça, forcément, ça a un prix. La seule chose, c'est qu'on ne pourra pas faire ce genre de choses parce que les données que récolte Google sont très sensibles. Et donc, pour le coup, on ne rentre pas dans le cadre de ce que aujourd'hui s'autorise Tadata. J'ai une question. C'est quoi aujourd'hui la donnée qui vaut le plus cher? La donnée qui vaut le plus cher, alors moi j'ai pas forcément l'information dessus, mais je sais que des données qui concernent des secteurs comme le secteur bancaire ou des choses comme ça ont une valeur qui est très importante. Aujourd'hui une banque peut payer plusieurs dizaines d'euros pour obtenir une information comme quoi un utilisateur est intéressé pour pouvoir ouvrir un compte. Le coût d'acquisition des banques se situe à plusieurs centaines d'euros. Donc, pour le coup... C'est pour ça qu'il y a un parrainage avec... même nous, si on parraine des gens, il y a déjà 100 euros, 100 euros, 200 euros. Parfois. En fait, la valeur des données, souvent, est proportionnelle à ce que l'on va pouvoir te vendre grâce à cela, à la valeur qu'on peut créer. C'est-à-dire qu'une banque qui sait que si elle peut signer un nouveau client, faire un prêt bancaire, avoir les intérêts sur plusieurs années de ce prêt bancaire, elle va être prête à payer plus cher pour le fait de savoir, pour l'information selon laquelle tu envisages de prendre un prêt bancaire, par rapport à quelqu'un qui envisage d'acheter un paquet de chewing-gum. Tout à fait. C'est la banque en fait capitalise sur le fait que dans la durée, s'ils arrivent à vous faire signer et à faire en sorte que vous veniez, avec les frais qu'ils vont vous facturer et éventuellement si vous allez jusqu'à contracter un crédit, ils vont largement amortir les coûts d'acquisition qu'ils auront. Donc on peut aussi imaginer que pour les étudiants, une année dans une école de commerce, c'est en moyenne, je sais pas, 6 ou 7 000 euros. Ouais. Ça doit quand même être assez cher, du coup, les données des étudiants. Non, pas plus que ça. Pas plus que ça? Non, pas plus que ça. Les données pour les écoles, elles se situent plus en fonction de leur qualité, en fonction de leur récence, en fonction de leur pertinence, entre 5 et 40 euros, qui est un coût d'acquisition qui peut être classique au niveau des écoles. C'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que les écoles, en fait, quand vous payez, que ce soit 6, 8, 10 ou 12 000 euros votre année, il y a d'énormes frais qui font que c'est pas la marge que font les écoles. La marge reste très, très faible au niveau de la scolarité que vous payez. C'est pas la même chose pour les banques. Les banques, les frais que vous payez les font vivre dans la durée et font que les dividendes qu'ils peuvent générer grâce à ça sont énormissimes. Les écoles font rarement des dividendes. C'est pas l'objectif. D'ailleurs, la plupart des écoles sont des structures de forme associative à but non lucratif qui réinjectent et réinvestissent dans le système et il n'y a pas des actionnaires au-dessus qui, sauf fonds d'investissement ou des choses comme ça, qui viennent chercher du profit. Donc, c'est pas le même système.
Ok. Et j'ai juste une dernière question, si vous avez le temps. Est-ce Dites-moi. qu'aujourd'hui, ta data, vous êtes rentable ou pas Non, encore? absolument pas. Aujourd'hui, Ok. aujourd'hui, moi, ça fait 2 ans que je travaille sur le projet, je me verse pas de salaire. On a distribué plus de 40 000 euros cette année aux utilisateurs sur des fonds propres. Nous, notre but, c'est effectivement de devenir rentable dans la durée, de montrer la viabilité du système. Mais tout comme d'autres entreprises, alors je vais pas me comparer à Facebook, à Amazon, etc. Mais c'est rare que les startups, au moment de leur lancement, soient rentables. Elles s'inscrivent plus dans une projection de durée, même si on a rencontré beaucoup de difficultés, notamment du fait du ralentissement de l'économie, du fait que les budgets des marques se sont retrouvés gelés à cause du Covid, ce qui nous a empêché de pouvoir rentrer des fonds et on a fait plus en sortir qu'en rentrer par rapport à ce qui était prévu. Mais on part du principe que on va chercher cette rentabilité. On travaille stratégiquement aujourd'hui sur la réduction de nos coûts d'acquisition, la réduction de nos coûts de fonctionnement, pour faire en sorte que la marge qu'on arrive à dégager, tout en faisant toujours en sorte qu'elle reste inférieure à ce qu'on reverse à l'utilisateur, eh bien nous permettre progressivement d'aller chercher la rentabilité. Mais c'est pas pour tout de suite, malheureusement. D'accord. Bah, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Avec plaisir. Et donc le dernier challenge technique, ça a été la rémunération, puisque c'est le cœur de ta data. Cette rémunération, plusieurs défis complexes, puisqu'il fallait à la fois automatiser le crédit d'un certain montant du moment où la donnée avait été transférée à un annonceur. Donc définir ce que l'annonceur payait, la part qui revenait à l'utilisateur, faire en sorte que l'utilisateur voit s'afficher cette information sur son compte et qu'il reçoive la notification, le mail, etc. Donc toute une chaîne de conséquences à partir d'un seul événement qui a été assez complexe à déclencher et permettre un suivi dans la durée des sommes gagnées et des sommes versées, puisque petit à petit, nous, on fait des virements. Tous les 5 du mois, on vire ce qui a été gagné le mois précédent. Et donc, il faut faire un suivi dans la durée de ce qui a été versé, ce qui n'a pas encore été versé, le cumul de l'ensemble pour pouvoir avoir le suivi, l'affichage global qui permet d'avoir les annonceurs qui y sont associés, même si les annonceurs ne travaillent plus avec la plateforme, même si la donnée qui a été transmise depuis a été supprimée à la demande de l'utilisateur, etc., etc. Donc tout ça, ça a représenté un gros défi technique qu'on a relevé et qui permet aujourd'hui au système de data d'être relativement efficace. Et dernier défi, mais ça on le gère encore à la main parce que c'est des coûts qui sont trop élevés si on devait l'industrialiser, c'est de générer les virements des gains à date fixe. Alors on le gère à la main, oui et non. On va pas faire chaque virement à la main parce que sinon on en aurait pour des jours. On a un fichier qu'on extrait de la plateforme et qu'on renseigne chez notre établissement bancaire qui déclenche les virements, alors que normalement on peut faire des ponts et des liens directs via des systèmes, mais dont les coûts sont encore trop élevés pour qu'on puisse les amortir. Donc pour l'instant, on gère comme ça. Et là, donc, c'est une vue, si vous voulez, de la triple validation qui est demandée à la fin du parcours d'inscription. On va vérifier l'adresse mail, le numéro de téléphone et la pièce d'identité. Et j'ai fini de vous Super. raconter mes histoires sur ta data. Eh ben moi, j'ai des questions à vous poser. Tiens, ben, il y a un défi et il est même pour toi, Laurent. On y Dis-moi, va? On c'est est parti. parti. Alors, c'est parti. Je vais vous présenter, puisqu'on parlait justement, je rebondis sur ce qu'on vient de dire. On vient de parler à l'instant de café, pardon, de données étudiants. Eh bien, voici, je vous présente le Chirou Café. Le Chirou Café, moi, j'y suis rentré, j'ai voulu prendre un café. Et là-bas, eh bien, on m'a pas vendu de café. On m'a pas vendu de café, pourtant je voyais plein de jeunes autour de moi qui étaient en train de boire un café. Pourquoi? Parce qu'au Chirou Café, on règle l'addition avec ses données personnelles. Est-ce que Mhm. ça, c'est réalisable? Le principe est le suivant. Ce sont des sponsors, ce sont des recruteurs, en l'occurrence, qui financent le café aux étudiants dans un café qui est spécial étudiant. Tous les cafés sont par ces recruteurs-là. Et donc, c'est en face d'une grande école et d'une grande université, et tout le monde peut venir là. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à détecter les petits génies dès le début. Ça sert à ce qu'on leur donne des rendez-vous de recrutement. Ça sert à savoir que telle ou telle personne a eu
Voilà, donc c'est un article, je vais vous donner le lien. Ça sert à savoir que telle personne a eu un 19 sur 20 ou un 22 sur 20 en intelligence artificielle dans ses 3 premiers mois d'études, et que donc ce mec, il faut absolument lui faire découvrir Microsoft, il faut absolument qu'il vienne faire un stage chez nous, il faut absolument qu'il s'habitue à nos technologies, parce qu'on a absolument envie qu'ensuite il travaille chez nous. Et c'est un peu le modèle où vous êtes. Vous avez d'un côté des annonceurs qui sont prêts à acheter des données, sauf que là, le bénéfice, les 5 euros, 10 euros, 15 euros qu'on a quand on intervient, quand on partage ces données, c'est en fait payé sous forme de café. Mhm. Et les annonceurs payent pour la possibilité de prendre rendez-vous, de proposer aux étudiants de les retrouver en face de leur école, au Chirou Café, d'enchaîner 5 rendez-vous de recrutement les uns après les autres dans ce café-là. Faisable en France, ça? Alors, sur le principe, c'est faisable. Du moment où quelque chose comme Tadata existe, un principe comme celui-là est non seulement faisable, mais en plus simple. Nous, ce qui a compliqué la chose sur Tadata et ce qui a pu faire débat et ce qui a généré un tollé énorme au moment de notre diffusion, ça a été ce concept d'argent. On a osé faire gagner de l'argent aux gens. On aurait créé un concept où... Justement, est-ce que c'est pas plus simple de leur faire gagner des cafés? Alors ici, justement, c'est beaucoup plus simple de leur faire gagner des cafés. Nous, on aurait fait un concept où, contre vos données personnelles, on vous aurait fait gagner une Play 5, des jeux, des machins, et on aurait capté vos données à votre insu et on les aurait revendues sans vous en avertir. Personne ne serait venu nous embêter. C'est quand même un vrai paradoxe. Alors que on a osé dire la donnée, elle a de la valeur et c'est pas normal que l'utilisateur ne perçoive rien sur cette valeur. Et là, on est venu nous dire Et ce on que vous vous a faites, c'est attaqué. scandaleux. D'accord. Alors, on a été nous dire ça jusqu'à Facebook qui bloque nos publicités aujourd'hui en considérant que ce n'est pas normal de donner de l'argent aux gens contre leurs données personnelles. Oui, cela dit, vous venez, voilà, vous venez à l'inverse, vous êtes un anti-Facebook. Vous dites je vous paye au lieu de Facebook, il garde tout pour lui. Nous, on est pour Sans- on est pour de la transparence Ah et oui, pour de bien la sûr. vertu. On considère qu'aujourd'hui, si Facebook Si, arrive à dégager des milliards, c'est pas normal qu'il ne redistribue pas plus à ses utilisateurs, tout simplement. absolument. Facebook génère 12,5 $ en moyenne, si on lit sur l'ensemble du monde, 12,5 $ par trimestre par utilisateur dans le Tout à monde, fait. ce qui, avec 20 milliards d'utilisateurs, représente, Beaucoup. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, plusieurs milliards. Voilà, juste à savoir à qui montrer la bonne pub. Et si on parle du futur, justement, du futur dans 2, 3 ans, 4 ans, du commerce personnel des données personnelles, qu'un individu commercialise ses propres données, est-ce qu'on peut avoir ce système où on dit écoute, je te donne accès à toutes mes données Google, Facebook, machin, et derrière, tu te débrouilles pour les monétiser. Et à chaque fois qu'un annonceur les utilise, je récupère une somme. C'est possible à cette grande échelle-là, parce que là, vous collectez avec des questionnaires, mais c'est très long. Oui. Alors qu'en fait, tu fais une pub à la télé et tu as 300 000 personnes qui sont contentes de cliquer sur le bouton ou d'aller tout de suite cliquer sur un bouton en disant bah, je te donne toutes mes données Facebook, je m'en fous. Alors, Vous pouvez scaler le truc, vous pouvez récupérer beaucoup plus de données. c'est possible. Après, la législation en place qui implique quand même de collecter de la donnée de façon limitée en justifiant pourquoi on va la chercher, etc., pour chaque donnée Voilà, qui il est faut que ce soit collectée, ponctuel, fait ponctuellement. exactement, rend la Alors, chose très compliquée. l'autre solution, c'est de faire l'inventaire, c'est-à-dire de dire je te donne accès à mes données Google, tu vas en faire l'inventaire. Tu sauras que je fais beaucoup de sport et que donc dans mes données sportives, il y a tout mon rythme cardiaque depuis 10 ans. D'accord? Mhm. Mais tu ne le récoltes pas. Tu viens juste faire l'inventaire comme on vient visiter un appartement avant de l'acheter, Ouais. un an avant de l'acheter. Donc tu viens visiter, tu dis tiens ok, voilà, je sais que j'ai X milliers de sportifs dans mon truc et que ils acceptent, j'ai déjà leur pré-autorisation d'ouvrir leur coffre-fort de données, Facebook, Google ou autre. Et une fois que tu as tout cela, tu achèterais à ce moment-là, ça répond peut-être à la question à la remarque que tu fais. Tu me dis c'est pas possible parce que on doit avoir une finalité précise à un moment précis. Tu pourrais faire le pré-inventaire qui n'aurait comme finalité que de faire un pré-inventaire en vue de commercialiser. Et qu'au moment où un annonceur te dit je veux des données sportives sur tel et tel truc, tu dis pas de problème, je clique et j'avais la préautorisation comme une préautorisation de paiement et tu récupères toutes ces données pour une finalité précise et pointue. Mhm.
faisable ou pas d'ici 3 Alors, ans? à mon sens, c'est plus vers ça qu'on se dirige. On se dirige vers une reprise de contrôle des données personnelles par les utilisateurs qui vont pouvoir effectivement accéder à des services d'agrégation, d'organisation, d'exploitation de ces données et qui vont pouvoir ensuite les donner en accès sur des places de marché en gérant en direct leurs relations entre eux et des annonceurs potentiels qui pourraient s'intéresser à eux. Et effectivement, pour moi, c'est plus vers ça qu'on va aujourd'hui. Qu'on se dirige. Alors, j'ai posé cette question en formant des banquiers, en formant des assureurs et autres. Je leur ai posé la question sous la forme suivante. Si la data a de la valeur et qu'on peut la commercialiser, Mhm. et que moi, mes données sont dans mon compte data, dans mon cloud de données personnelles, un peu comme un compte en banque. J'ai de l'argent dans un compte en banque gardé par la banque, mais j'ai aussi des data dans mon cloud data gardé Mhm. par mon fournisseur cloud. Qui va devenir le banquier des data? Est-ce que c'est le rôle des banques? C'est-à-dire, qui va s'approprier ce marché? Qui va rentrer là-dessus? Est-ce que Les c'est des cloud startups? providers. C'est les Alors, cloud providers. je vous propose plusieurs options. Les cloud providers qui rentrent Mhm. là-dedans, des startups comme Tadata qui rentrent là-dedans, parce qu'elles en font le marketing et la pédagogie. Le cloud provider n'étant peut-être qu'un prestataire technique à ce moment-là. Est-ce que c'est des GAFAM, Google, Amazon, Microsoft, qui vont dire mettez toutes vos données dans mon coffre à moi, y compris, si je m'appelle Microsoft, mettez y compris vos données Google et Facebook et tout ce qu'on veut, car moi, Microsoft, je saurais le faire fructifier, car on a une régie pub depuis toujours. Donc, où est-ce que ce serait un banquier qui dirait, écoutez, vous m'avez fait confiance pour gérer votre capital financier, je vais gérer votre capital data. Est-ce que c'est un assureur qui attaque, qui vous rembourse si vous vous faites pirater? Et là, il va dire, afin que vous ne vous fassiez pas pirater, je vais sécuriser moi-même vos données, confiez-les-moi et je vais les protéger et les rémunérer. Bref, à ton sens, toi, tu es pardon, face à un Microsoft, le petit pousset du Tout truc, à hein, fait. mais c'est très respectueux, hein, vive les petits poussets. Voilà, et à ton avis, c'est qui? C'est David, c'est Goliath, c'est la banque traditionnelle, c'est l'assureur, est-ce que c'est, dernière option, et je vous propose de donner votre avis dans le chat, en qui les consommateurs auront-ils confiance? Est-ce que ce sera le gouvernement? Est-ce C'est que ce que ce j'allais sera le dire. gouvernement? Eh Est-ce qu'il n'y oui. aurait pas un organisme comme la CNIL, qui soit un organisme un petit peu indépendant et en même temps sous l'égide gouvernementale, qui se fera le régulateur de tout ça? Moi, j'ai plutôt tendance à croire en deux options, soit des startups comme Tadata, soit les GAFAM qui vont devoir faire évoluer leur modèle économique à un moment pour aller dans le sens des législations qui évoluent et des attentes des consommateurs et qui vont donc proposer la création eux-mêmes de leur propre place de marché pour garder le contrôle sur ce qu'ils ont capitalisé depuis des années. Alors, petit souci, c'est que si je suis une start-up, j'ai tout à gagner. Si je suis un gouvernement ou une banque ou un assureur, j'ai tout à gagner ou alors j'ai à protéger mes citoyens. Mais si je suis un GAFAM qui gagne de l'argent avec en ayant déjà une régie pub, en se faisant payer pour afficher la bonne pub au bon moment devant la bonne personne, eh bien, en fait, je perds la moitié de mon revenu. Je ne perdrai pas la moitié de mon revenu. Je ferai en sorte d'en générer de façon De différente, nouveau, de nouveau, notamment en rendant service de gestion de la data potentiellement payante ou en la valorisant différemment, mais les revenus des GAFAM ne seront pas remis en question. d'accord. Super. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour ces explications. C'est Merci à sympa. toi de m'avoir Merci. proposé cette intervention. Je t'en prie. Et puis, merci à Pablo également. Merci à différentes personnes qui on avait évoqué qui pourrait intervenir. Et merci beaucoup, Laurent, en tout cas. Donc, ta société est sortie un petit peu comme ça, dans cet ensemble de réflexions qu'on a eues. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup, Laurent. Salut, et puis à bientôt. Alors, un petit mot juste à tout le Ouais. monde. N'hésitez pas, si vous avez des remarques à faire sur Tadata, à m'écrire à contact@tadata-france.fr. Et puis, si vous vous inscrivez, comme je vous l'ai promis, faites-moi un mail. Comme ça, je vous rajouterai un crédit de 3 € de bienvenue, exceptionnellement pour C'est sympa. toutes Alors, les personnes qui étaient présentes ici. on te laisse taper ton mail si tu veux dans le chat. C'est super. Et puis, on peut te contacter également. On peut diffuser cette vidéo. Tu n'as pas de souci là-dessus. C'est une Sans présentation. Tout va problème. bien. C'est extra. Super. Merci. Contact Tadata France. Ouais, Génial. mettez en objet présentation schéma. Comme Voilà. ça, Ok.
Merci beaucoup. Je pourrais traiter et traiter moi-même. Merci beaucoup. Super. Merci Allez, à vous. top. Merci beaucoup. Allez, Merci. salut. À bientôt. Attends, On a le droit de on faire est- circuler on a le droit de faire circuler un peu dans ce schéma parce qu'attention, hein, Faites circuler dans Schema avec plaisir. on y va, ça va. C'est Salut. parti. Offre promo spéciale Schema. Allez. Salut Laurent, c'est tes Schema actionnaires 2020. qui vont être contents. Merci. Bah alors, je limite ça quand même jusqu'au 15 janvier parce qu'après, je pourrais pas le gérer. Mais... Allez, tout va bien. Ok, super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Salut, bonne fête, à bientôt. De Ciao. même. Super. Bien. Sympa.